Salut mes amis, j'espère que tout vous allez bien. S'il vous plaît, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas de faire j'aime et abonner et pourquoi pas de partager la vidéo avec vos amis. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Donc, les agents antimicrobiens. Les agents antimicrobiens se divisent en trois grandes catégories: les agents physiques, les agents chimiques, les agents chimiothérapeutiques, c'est-à-dire les antibiotiques. Maintenant, le mode d'action des agents antimicrobiens. Soit bactéricides, c'est-à-dire les substances bactéricides tuent les bactéries car elles ont une action irréversible, soit bactériostatiques. Les substances bactériostatiques inhibent temporairement le développement microbien. Les micro-organismes recommenceront à se développer dès que la concentration de la substance diminue ou dès que l'application de procédés physiques est interrompue. En commençant par les agents physiques. Donc, les micro-organismes peuvent être totalement détruits par l'utilisation de températures élevées et de la radioactivité. De nombreuses méthodes existent et sont essentiellement utilisées en microbiologie alimentaire. A. Les températures thermiques. La chaleur conduit à une destruction totale ou partielle des micro-organismes selon son intensité et les conditions de son utilisation. Les micro-organismes doivent être exposés selon un temps déterminé et à une température donnée. La thermorésistance est influencée par trois paramètres principaux. Premièrement, le rapport temps-température. Deuxièmement, la concentration microbienne initiale. Et troisièmement, la nature des milieux de culture et de stérilisation. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les agents physiques? Donc la stérilisation, qui est la destruction de tous les micro-organismes sous forme végétative ou de spores. La stérilisation par la chaleur est réalisée à l'aide de la chaleur sèche ou humide. Premièrement, le four Pasteur. Il assure la stérilisation par la chaleur sèche. Ce procédé est utilisé pour la verrerie, les seringues, les aiguilles et les pièces de métal. La température nécessaire est de 170 degrés Celsius. Les objets doivent être maintenus pendant 90 minutes ou plus s'ils sont volumineux. Deuxièmement, l'autoclave est un stérilisateur à vapeur sous pression. Les objets doivent être exposés à 120 degrés Celsius. La vapeur d'eau est comprimée et la température atteinte est supérieure à l'eau bouillante à la pression atmosphérique. La tyndallisation. Ce procédé a été décrit par Tyndall. Consiste à chauffer le milieu 3 fois consécutives à des températures de 70 à intervalles réguliers, 24 heures entre chaque chauffage, durant 30 minutes ou 1 heure, afin de laisser aux formes résistantes la possibilité de germer pour les tuer ou chauffage suivant. On alterne ainsi chauffage et refroidissement pour détruire toutes les formes végétatives et les spores. La pasteurisation. On l'applique à certains produits naturels dont on veut assurer momentanément la conservation sans altération de la qualité organoleptique, c'est-à-dire la couleur, l'odeur, saveur. Le lait, par exemple, est porté à 90 degrés Celsius durant 30 secondes par passage entre des plaques chauffantes sous une faible épaisseur, puis brusquement refroidi à 10 degrés Celsius. La réfrigération ne tue pas les micro-organismes, mais ralentissent leur métabolisme et donc multiplication. La réfrigération est le procédé qui maintient la température entre 4 et 7 degrés Celsius. La congélation est le procédé par lequel on abaisse la température à 0 degrés Celsius jusqu'à moins 18 degrés Celsius. Pour les denrées alimentaires, au laboratoire, on utilise de la glace sèche à moins 70 degrés Celsius ou de l'azote liquide à moins 195 degrés Celsius. On conserve ainsi bactéries et les virus. Les cellules restent vivantes. Le retour aux températures normales de développement entraîne la reprise de l'activité microbienne. B. Irradiation. Les radiations de faible longueur d'onde ont un effet mortel sur les cellules vivantes. Les principaux types de radiation sont électromagnétiques, électroniques et soniques. Les UV. On utilise des lampes dont la longueur d'onde est de 260 à 270 nanomètres. Ces rayons ne pénètrent pas les objets, ils n'éliminent que les micro-organismes en suspension dans l'air ou situés à la surface des objets. Ils sont utilisés pour diminuer les micro-organismes de l'air, des blocs opératoires dans les industries pharmaceutiques. Les rayons gamma.
Ils ont un autre pouvoir de pénétration, ils servent pour la stérilisation en profondeur. Les boîtes de pétri, les seringues, les champs opératoires, les pansements à emballage individuel, tout matériel en plastique sont stérilisés par irradiation. C'est la filtration. Est un procédé mécanique permettant d'éliminer les micro-organismes d'un milieu liquide où ils sont en suspension. Elle est utilisée pour stériliser les solutions reformant des substances thermolabiles, telles les protéines qui ne supportent pas des températures inférieures à 100 degrés Celsius. Deuxièmement, les agents chimiques. Les antiseptiques et désinfectants sont des substances chimiques capables de détruire les micro-organismes sans aucune spécificité. Les antiseptiques ont une toxicité modérée. On les utilise localement sur la peau, les muqueuses, les plaies. Pour les désinfectants plus toxiques sont utilisés pour les matériels et le milieu extérieur. Troisièmement, les agents chimiothérapeutiques. Un agent chimiothérapeutique est un composé chimique ou de synthèse qui inhibe le développement des micro-organismes. Ce composé agit à faible dose. Il exerce une action très spécifique sur le fonctionnement cellulaire, tout en ayant une toxicité sélective. Il inhibe le développement de sa cible ou la tue, tout en étant inoffensif pour l'hôte. Les antibiotiques. Un antibiotique est une substance antibactérienne d'origine biologique, c'est-à-dire produite par des micro-organismes, champignons microscopiques et bactéries, ou de synthèse chimique et qui est capable d'inhiber la multiplication ou de détruire d'autres micro-organismes. Exemple, la pénicilline est produite par un champignon Penicillium notatum ou de Penicillium chrysogenum. Point fort à comprendre, tous les antibiotiques médicaments à activité antibactérienne doivent répondre aux caractéristiques suivantes. Être actifs in vitro vis-à-vis des bactéries, être actifs in vivo en milieu organique vis-à-vis des bactéries impliquées dans une infection, pouvoir être absorbé voie digestive ou injecté voie parentérale et se distribuer dans le sérum et les tissus du patient, éventuellement en intracellulaire ou par une application locale. Témoigner d'une toxicité sélective, c'est-à-dire inoffensive pour le malade, mais capable d'inhiber bactériostase ou de détruire bactéricides les bactéries en cause dans l'infection. On distingue les antibiotiques bactériostatiques et bactéricides. Les premiers inhibent uniquement la croissance des micro-organismes. L'induction d'une réponse immunitaire est nécessaire pour éliminer le pathogène. Les secondes les détruisent et peuvent être utilisées même quand le patient est immunodéficient. Donc, on utilise les antibiotiques soit dans les traitements empiriques comme des antibiotiques à large spectre soit basés sur les micro-organismes infectants les plus probables et un risque minimum de réaction allergique ou toxique, soit dans les traitements ciblés, des tests de sensibilité déterminent le choix du médicament utilisé. Test des antibiotiques, technique des disques de diffusion, le résultat ne prédisent pas toujours l'efficacité thérapeutique et il y a d'autres tests de dilution en gélose ou sur bouillon. La plus faible concentration du médicament qui empêche une croissance visible après une incubation de 18 à 24 heures égale à CMI, c'est-à-dire la concentration minimale inhibitrice. Pour la plus faible concentration du médicament qui produit une réduction de 99,9% du nombre de bactéries égale à CMB, concentration minimale bactéricide. Les paramètres de l'antibiotique. Soit pharmacodynamique, PD, étude des effets d'un principe actif sur l'organisme, c'est-à-dire l'étude de l'interaction substance active et récepteur, et il y a d'autres, c'est pharmacocinétique, PK, effet organisme sur principe actif ou le devenir d'un médicament dans l'organisme. On va expliquer la pharmacocinétique, qui se fait par voie orale et résorption digestive. Peut-être résorber un antibiotique doit traverser la muqueuse intestinale et ne pas être inactif dans la lumière digestive. Il faut tenir compte de l'interférence antibiotique-aliment. Exemple, rifampicine, cloxaxyline, l'incomycine, pénicilline 5 sont à administrer à distance des repas. Tétracycline ne doivent pas être absorbés en même temps qu'un pansement gastrique. Pour le voie parentérale, la résorption est rapide, voire immédiate. La voie strictement en perfusion peut être rendue nécessaire par le caractère irritant du produit. Exemple, vancomycine, nécrocellulaire, voire centrale, préférable à voie périphérique. Pour la pharmacologie générale, c'est deux types
la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, c'est-à-dire comme on a déjà expliqué. Pour la pharmacocinétique, il y a l'absorption, puis l'étape de la distribution entre les organes. Après, il y a la formation des métabolismes et la dernière étape, c'est l'élimination. Pour la pharmacodynamique, il y a seulement l'absorption, puis elle va donner des effets. Schéma suivante montre l'interaction entre le patient, la bactérie et l'antibiotique. Les différentes indications des antibiotiques. Le but curatif, c'est pour le traitement d'une infection. Pour le but prophylactique, en prévention d'une infection. Les différentes indications, comme on l'a déjà expliqué, pour le but curatif, quand il y a traitement de l'infection, c'est-à-dire existence de germes, et pour le but prophylactique, pour prévenir des infections avant et après une intervention chirurgicale chez les personnes immunodéprimées. Pour les voies principales d'élimination, soit urinaire par les reins, soit biliaire par foie. Quels sont les critères de choix d'un antibiotique? La réponse, c'est 4 critères majeurs doivent intervenir dans le choix d'un antibiotique thérapie. Premièrement, les critères bactériologiques. L'identification du germe après prélèvement microbiaux, plus l'étude de sa sensibilité in vitro aux antibiotiques, sont de plus grand intérêt dans le traitement des infections sévères, septicémie, méningite, ou dans le cas d'infections susceptibles d'être dues à un germe multirésistant, infection nosocomiale. En absence du germe en cause, le choix de l'antibiotique repose sur le diagnostic clinique en fonction des germes habituellement responsables de la pathologie préjugée et de leur sensibilité usuelle connue aux antibiotiques. Deuxièmement, critères pharmacocinétiques. L'antibiotique choisi doit diffuser et être présent sous forme active au site infect à une concentration supérieure à sa CMI vis-à-vis du germe considéré. Il doit être choisi en fonction de ses caractéristiques de diffusion, méninge, os, poumon ou d'élimination sous forme active, bile, urine. Troisièmement, les critères individuels. Le choix d'un antibiotique doit prendre en compte le terrain, femmes enceintes, enfants, nourrissants, nouveau-nés, personnes âgées, insuffisants rénales ou hépatiques, allergiques, immunodéprimés. Ces situations peuvent entraîner des adaptations de posologie ou des contre-indications. Quatrièmement, les critères de risque. Effet indésirable à efficacité égale. L'antibiotique le moins toxique doit être privilégié. Risque écologique. L'utilisation des antibiotiques à spectre étroit adapté sera préférée à celle des antibiotiques à spectre large, plus fortement inducteurs de résistance. Retombées médico-économiques. À efficacité et tolérance égale, la préférence sera donnée à l'antibiotique le moins cher. Maintenant, la classification des antibiotiques. Selon leur origine, élaborés par un organisme vivant ou produits par synthèse, à l'heure actuelle, il s'agira souvent de molécules le plus souvent obtenues par hémisynthèse. Deuxièmement, selon la nature chimique, très variable, sous une structure de base, comme le cycle de bêta-lactame, famille des bêta-lactamines, sur laquelle il y a hémisynthèse. La question, c'est pourquoi. Donc, le nombre de molécules élevé, donc faciliter le choix thérapeutique, à une parenté structurale s'associera un mode d'action semblable ainsi qu'une modalité d'action et un spectre d'action, donc classification en familles au sein desquelles peuvent exister des groupes ou sous-groupes. Donc en général, les critères de classification se font selon leur origine, la nature chimique, le mode d'action, la modalité d'action et enfin selon le spectre. Les mécanismes d'action des antibiotiques. Premièrement, inhibent la synthèse de la paroi bactérienne. Deuxièmement, inhibent la synthèse de la membrane cellulaire, synthèse de peptidoglycane, bêta-lactamine. Troisièmement, inhibent la réplication de l'ADN, quinolone. Quatrièmement, inhibe la synthèse des protéines, aminoglycosides, tétracycline, macrolides, chloramphénicol. Cible des antibiotiques. Pour les antibiotiques qui sont responsables
de inhiber la réplication de l'ADN et l'ARN sont le quinolone et ce sulfamide. Pour les qui sont responsables de inhiber la synthèse des protéines sont le tétracycline et les macrolides. Et pour la synthèse de la paroi, donc les antibiotiques pénicilline et vancomycine. Cette figure montre l'impact des antibiotiques sur la bactérie. Par exemple, l'antibiotique de poliomyxine, qui est responsable de la dénaturation de la membrane cytoplasmique, tandis que les antibiotiques qui sont responsables de l'inhibition de la synthèse des peptidoglycanes formant la paroi bactérienne, ce sont les bêta-lactamines, glycopeptides, phosphomycine, cycloserine et bacitracine, etc. Cette plaque représente les différents points d'attaque des antibiotiques sur une bactérie. La bactérie est un organisme vivant monocellulaire. Son noyau individualisé qui, pour survivre et se développer, se reproduire, dispose d'un équipement lui permettant de construire ses constituants. Il est émergé dans l'organisme lors de l'épisode infectieux et est tributaire de ce dernier pour un certain nombre de matériaux cellulaires. Les bactéries ont la particularité de présenter une coque cellulaire autour de leur membrane cytoplasmique et l'intégrité de cette paroi leur est nécessaire pour la survie à l'intérieur de l'hôte, d'où l'efficacité de produits mettant en échec la synthèse ou la résistance de cette coque. Les différents points d'impact des antibiotiques se situent le long de ce chemin, menant du code génétique de la bactérie au produit fini, action sur l'ADN, sur l'ARN transcrit, sur la phase de traduction ou protéines centrées sur le fonctionnement du ribosome, et ensuite sur la transformation des constituants qui permettent l'utilisation de matériaux exogènes, action sur la coque bactérienne. L'intégrité de cette coque est nécessaire à la survie de la bactérie au sein de l'hôte. C'est la paroi bactérienne qui résiste à la pression osmotique qui s'exerce sur la bactérie dans l'organisme de l'hôte. Les conditions d'activité d'un antibiotique. Les phases successives d'action de l'antibiotique sur la cellule bactérienne comprennent pénétration et attachement à la cible moléculaire spécifique de l'antibiotique, perturbation d'une fonction bactérienne vitale pour la cellule bactérienne, mort de la cellule bactérienne bactéricide, arrêt de la croissance et de la multiplication, bactériostase. Ce tableau suivant montre les grandes classes d'antibiotiques, avec leur impact sur les bactéries, soit des gram positifs ou des bactéries gram négatifs. Par exemple, phénicoli, c'est l'antibiotique de chloramphénicol. Elle a un impact sur les bactéries gram positifs, même si pour les gram négatifs. Les bêta-lactamines, antibiotiques bactéricides, tant dépend qui inhibe le peptidoglycane de la paroi bactérienne après fixation sur des enzymes cibles situées au niveau de la membrane cytoplasmique. Les protéines de la liaison pénicilline PLP. Les bêta-lactamines se divisent en deux grandes sous-familles, les pénicillines et les céphalosporines. Classification des pénicillines. Pénicilline du groupe G. Oracilline, extensilline, coccigramme positif sauf staph producteur de pénicillinase, coccigramme négatif, bacille gram positif. Infection ORL, respiratoire, angine à streptocoque du groupe A, angine de Vincent, infection cutanée, voie parentérale, infection digestive, méningite. Pour les pénicillines du groupe M, oxacilline, pristopène R, cloxacilline, orpinine R, coccigramme positif, même sur staph producteur de pénicillinase, coccigramme négatif et bacille gram positif. Pénicilline du groupe A ou aminopénicilline. Ampicilline, amoxicilline. Spectre identique au péni-G, mais élargi à certains bacilles gram négatifs, producteurs de pénicillinase. Infection ORL, respiratoire, digestive, gynécologique, urinaire et rénale, méningite. Bêta-lactamine pénicilline. Les administrations orales comme pénicilline V, oxacilline, cloxacilline, ampicilline, amoxicilline, carbinicilline, indanil.
Les pénicillines sont éliminées rapidement par filtration glomérulaire et sécrétion rénale. Les demi-vies dans l'organisme sont très brèves, 30 à 60 minutes. Les pénicillines sont largement distribuées mais ne pénètrent pas le tissu cérébral, le liquide intraoculaire et les cellules comme les macrophages. Environ 60% de la pénicilline G est liée réversiblement à l'albumine. L'administration parentérale comme pénicilline G retard, pénicilline G procaine ou benzatine, méthicilline, técracilline et mésiocilline et enfin pipéracilline. Les effets indésirables des pénicillines. Réaction d'hypersensibilité. Réaction allergique de type cutané, fièvre, réaction anaphylactique, manifestation digestive à type de nausée, vomissement, diarrhée et douleurs abdominales. Manifestation neurologique, troubles hématologiques, thrombopine, troubles rénaux. Bêta-lactamine céphalosporine. La céphalosporine fut identifiée par Brozu en 1948 d'un champignon Cephalosporium acromonium, isolé en mer près d'un égout. La céphalosporine se révéla capable d'inhiber la croissance de Staphylococcus aureus in vitro. Voilà la structure chimique qui contient du noyau CFM et cycle bêta-lactame. Voilà. Donc, les céphamycines ont une structure proche avec un groupe méthoxy en position 7 du cycle bêta-lactame. Mécanisme d'action de céphalosporine est identique aux pénicillines. Premièrement, inhibition de la transpeptidase qui va donner bloc de la synthèse de peptidoglycane. Alors, deuxièmement, liaison aux protéines fixant la pénicilline, PFP. Céphalosporine de première génération, céphachlore-alphatyl, céphadrizine, céphapéro, infection communautaire orale urinaire bronchique, céphazolie, voie injectable, utilisation en antibiothérapie lors d'interventions chirurgicales orthovasculaires obstétriques. Pour les céphalosporines de deuxième génération, sulfuroxime, zinate, céphomandol, activité supérieure sur les souches sensibles de bacilles gram-négatifs, spectre d'action élargi à certains entérobactéries, céphoxytine, voie injectable, utilisation en thérapeutique lors d'interventions chirurgicales digestives. Troisième génération, voie orale, Oroken, Orlox. Pour la voie injectable, c'est Axipim. Contre-indication, la grossesse et l'allaitement. Les effets indésirables des céphalosporines, c'est les réactions allergiques, douleurs ou points d'injection, rares cas de troubles hématologiques, troubles de la coagulation, pseudolithiase biliaire, céphitrexone, diarrhée, mais attention si insuffisance rénale. Les aminosides ou aminoglycosides comprennent des sucres aminés liés à un cycle aminocyclétol par des liaisons glycosidiques. En 1943, Waxman identifié la streptomycine d'une souche de streptomyces graisseuse et montre en 1944 qu'elle est efficace contre le bacille de la tuberculose. Et en 1949, niomycine et en 1957, kanamycine. Voilà les structures de gentamycine, tobramycine et amikacine. Donc, le spectre d'action pour les aminosides, la gentamycine, la nitylmycine, la tobramycine et l'amicacine sont efficaces en premier lieu contre les grammes négatifs aérobies. La kanamycine et la streptomycine ont des spectres plus limités, inefficaces contre Pseudomonas aeruginosa. La pénétration des aminosides dépend d'un système de transport des polyamines qui ont un oxygène dépendant. Les aminosides ne sont donc pas actifs contre les anaérobies. Le mode d'administration pour les aminosides. Donc, administrés par voie intraveineuse, ne franchissent pas la paroi digestive. Pour les indications destinées à des infections sévères, en particulier pour les infections nosocomiales, en association avec les pénicillines. Les formes amicline, gentaline, nétromycine, nepsine. Pour les effets indésirables, néphrotoxiques, ototoxiques, peuvent provoquer des allergies cutanées,
contre-indiqué lors de la grossesse, utilisé seulement au milieu hospitalier. Les tétracyclines, antibiotiques bactériostatiques à diffusion intra- et extracellulaire, sauf dans SNC, LCR, articulation, doxycycline, inhibe la synthèse protéique bactérienne, spectre d'action large pour les grammes positifs et les grammes négatifs, Proponibacterium acne. Utilisation limitée de par ses effets indésirables et sa résistance. Infection à chlamydia et mycoplasme, maladie de Lyme. Les effets indésirables des tétracyclines, troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, gastralgie, diarrhée, douleur abdominale, photosensibilisation, réaction cutanée allergique, toxicité hépatique et rénale, pigmentation gris jaunâtre des dents, retard de croissance, candidose buccale et vaginale. Spectre d'action, large spectre d'activité contre les bactéries gram-positifs et gram-négatifs, aérobie et anaérobie. Efficace contre certains micro-organismes résistants ou antibactériens, agissant sur la membrane paracellulaire comme Rickettsia, Legionella, Chlamydia, Mycoplasme, Pneumonia, Coxiella, Burnetti, Borrelia, Burgdorferi. Maladie de Lyme. Donc, pour le mécanisme d'action, les tétracyclines diffusent à travers les porines gram-négatifs, puis sont transportées de manière active à travers la membrane interne, gram-positif et gram-négatif. Elles se lient à la sous-unité 30S pour inhiber l'accès des ARNT aminoacylés ou sites accepteurs A du ribosome. Pour les indications thérapeutiques, pneumonie à mycoplasme, rickettsiosis, typhus murin, typhus de la brousse, fièvre Q, fièvre purprée, des montagnes rocheuses, pneumonie, bronchite, sinusite à chlamydia pneumonia, lymphogranulomateuse, vinérien, chlamydia trachomatis, rectite et lymphogranulomateuse à chlamydia, psittacose, chlamydia psittaci et enfin brucellose. Maintenant, l'antibiotique chloramphénicol, isolé en 1947 à partir d'un échantillon de terre produit par Streptomyces venezuela, testé initialement pour traiter une flambée de typhus en Bolivie. Voilà la structure du chloramphénicol. Pour le spectre d'action, large spectre d'action chez les grammes positifs et grammes négatifs, bactériostatique, bactéricide chez certaines espèces comme Haemophilus influenza. Des concentrations élevées sont requises pour inhiber Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa et résistants, efficacité variable sur les entérobactéries. Et pour les indications thérapeutiques, fièvre typhoïde efficace, mais les céphalosporines G3 ou les quinolones seront préférés aux raisons de risque de toxicité de la prévalence de souches résistantes. Méningitis bactérien en deuxième intention pour Haemophilus influenza, 0,6% de souches résistantes en Amérique du Nord. En deuxième intention pour méningitis et Staphylococcus pneumonia chez les patients allergiques ou bêta-lactam. Rickettsiosis en deuxième intention après la tétracycline, typhus murin, typhus de la brousse, fièvre K, fièvre pourprée des montagnes rocheuses, etc. Donc brucellose en deuxième intention après les tétracyclines. Macrolides, érythromycine, clarithromycine, azithromycine. L'érythromycine a été découvert en 1952 par McGeer dans les produits métaboliques d'une souche de Streptomyces érythreuse, isolée d'un échantillon de terre des Philippines. La clarithromycine et l'azithromycine sont des dérivés semi-synthétiques de l'érythromycine. Voilà la structure de l'érythromycine, qui contient de noyaux, lactone, désoxysucre. Voilà. Spectre d'action. Efficace contre les coques et les bacilles aérobiques gram-positifs. Les bactéries gram-positifs accumulent plus de macrolides que les gram-négatifs. Actif contre de nombreux bacilles gram-négatifs, comme Clostridium perfringens, Corynebacterium diphtheria, Listeria monocytogène. Efficace contre gonorrhea, Borrelia burgdorferi,
Bordetella pertussis, Legionella pneumophilia, Mycoplasma pneumonia et Chlamydia. Les infections à Mycoplasma pneumonia, maladie du légionnaire, Legionella pneumonia, Mycdadi SPP, infection à chlamydia, infection urogénitale, pneumonie en particulier chez la femme enceinte ou l'enfant en remplacement des tétracyclines, diphtérie, coqueluche, Bordetella pertussis, infection à streptocoque, pharyngite, scarlatine, pneumonie en particulier chez les patients allergiques aux pénicillines, tétanos et syphilis en troisième intensité après les pénicillines et les tétracyclines. Les glycopeptides, vancomycine, antibiotiques bactéricides, ils inhibent la synthèse de la paroi bactérienne. Spectre d'activité, bactérigramme positif, sauf les stériens monocétogènes. Pas d'activité sur gramme négatif. Pour les effets indésirables, toxicité auditive, toxicité rénale. Les antifongiques, utilisés pour lutter contre les infections locales ou profondes dues à des champignons microscopiques, levures unicellulaires ou champignons filamenteux. Ils agissent principalement au niveau de la membrane cellulaire des champignons. En la perforant, ils rompent l'imperméabilité de la cellule et entraînent sa mort. Fluconazole, triflucan, amphotericine B, traitement des infections à Candida, Aspergillus, Cryptococcus et Leishmaniose. Les associations d'antibiotiques, les objectifs, c'est pour obtenir un effet bactéricide maximal, prévenir l'émergence du mutant résistant, traiter une infection polymicrobienne. Les effets synergiques, c'est-à-dire supérieurs, effet A plus B, supérieur à effet A plus effet B. Pour les effets additifs, effet A plus B égale à effet A plus effet B. Effet indifférent, c'est-à-dire effet A plus B égale effet A ou effet B. Pour effet antagoniste, effet A plus B inférieur à effet A ou effet B. Les mécanismes de résistance des bactéries aux antibiotiques. Imperméabilité. Défaut pour atteindre la cible. Antibiotiques actifs à des concentrations insuffisantes. Inactivation enzymatique et flux. Cible non reconnue. Association possible de différents mécanismes. L'imperméabilité chez gramme nombre des porines, altération des porines. Ce mécanisme rend compte de la résistance naturelle pour les antibiotiques hydrophobes et les bacilles gram négatifs. Exemple des entérobactéries sans résistance à la pénicilline G. Ce mécanisme rend compte de la résistance acquise. Les porines de certaines entérobactéries peuvent être modifiées. Les mécanismes de résistance aux antibiotiques, donc diminution de la concentration cellulaire et flux, voire MDR, c'est-à-dire multidrogue résistance, comme vous le voyez dans cette photo. La photo suivante montre la dégradation enzymatique de l'antibiotique. Cette photo montre la modification enzymatique, N-acétylation ou phosphorylation ou adénylation. Modification de la cible par mutation. Les stratégies: transfert de matériel génétique, transformation ADN libre, conjugaison plasmide, transduction pour les phages. Et voilà pour les principales causes d'échec d'antibiotiques. Faux échec, diagnostic erroné, maladie sous-jacente non influencée par les antibiotiques, manque de patience injustifiée, inactivation de l'antibiotique. Et pour les échecs dus aux patients, observance insuffisance ou sens large, voie d'administration inadaptée ou sens large, et pour les sujets immunodéprimés. Voilà pour les échecs pharmacologiques, quantité insuffisante de médicaments, ignorance des paramètres pharmacodynamiques, inactivation in situ ou manque de drainage, échec lié aux micro-organismes, erreur sur le pathogène, résistance acquise pendant le traitement, activité bactéricide insuffisante, persistance bactérienne, et enfin l'effet inoculum.